Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business. Vous le savez, c'est la chronique qui vous parle de votre économie et de votre territoire. Je reçois ici les décideurs, les dirigeants et les chefs d'entreprise. Julien Bianchi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le directeur général de TBS, c'est la marque de prêt-à-porter et de chaussures d'inspiration nautique et sportive du groupe Eram. Plus de 40 ans d'existence, 42 ans très précisément, environ 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40 magasins à l'enseigne en France, 2600 points de vente en France et à l'étranger, avec une présence dans près de 50 pays. Vous avez rejoint, vous, Julien Bianchi, la marque en février 2019, avec pour objectif de conquérir de nouveaux consommateurs. C'est ça, en fait, je dirais même que le mandat qui m'a été donné, c'est plutôt de redéployer le wholesale. La marque est née avec le wholesale, avant d'avoir développé son propre réseau de magasins. Wholesale, pour nos auditeurs, Julien Bianchi ? C'est les revendeurs. On vend des produits à d'autres revendeurs qui vendent eux-mêmes aux consommateurs finaux. D'accord ? Vous et moi, quand on achète une paire de chaussures ou du vêtement en magasin. Julien Bianchi, pardon, est-ce que votre arrivée c'est aussi le signe que la marque devenait vieillissante ? Est-ce qu'elle était en déclin ? Est-ce qu'elle connaissait une forme de désaffection de la part de vos consommateurs, de ces consommateurs ? Elle est vieillissante. Elle est vieillissante et alors elle a cet avantage et cet inconvénient, c'est qu'en fait, elle a des clients qui lui sont extrêmement fidèles depuis 40 ans. Et qui l'ont accompagné tout au long, mais qui n'a pas su conquérir d'autres consommateurs et d'autres clients. Donc, évidemment, le spectre de consommateurs s'est réduit avec les années. Et donc, pour revenir à votre premier propos, effectivement, l'objectif que j'ai donné à l'entreprise, c'est de conquérir de nouveaux consommateurs et de fidéliser d'autres consommateurs. Mais est-ce que vous ne subissez pas plus largement la baisse d'intérêt et ce mouvement, cette tendance de baisse d'intérêt des jeunes pour la chaussure dite de ville et un intérêt grandissant, une appétence très forte et une consommation très très importante pour la basket, la chaussure et la sneaker ? Alors déjà, vous l'avez dit, TBS, c'est une marque qui est née du sport, puisque le premier produit, la première chaussure, c'est la Brandy, qui est un modèle iconique, produit confort, avec juste un système, pour votre information, qui est un système de bulles d'air dans la semelle, qui a été breveté dans les années 80, et qui est produite aujourd'hui dans notre usine à Jarzé, qui est à 40 km de notre siège social à Saint-Pierre-Mont-Limard, donc produite en France. Donc on est né de ça, et au départ, c'était vraiment une chaussure de pratique de sport. Donc, on est une marque de sport, alors sport-loisir, effectivement, pas de sport-performance, et on est devenu au fil du temps généraliste avec effectivement, comme vous l'avez dit, une connotation extrêmement forte au monde nautique. Comment est-ce qu'on résiste aujourd'hui aux pure players, à celles et ceux qui vendent directement en ligne quand votre marque continue d'exister et puis historiquement s'est construite sur un réseau de distribution physique ? Alors, on ne résiste pas, on l'épouse. Aujourd'hui, si on veut être performant sur le marché, il faut exister sur le online et on a un site extrêmement performant. On a un site internet aujourd'hui qui a un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros et qui représente quasiment 15% de notre chiffre d'affaires retail. Donc, il est performant. On a un volume d'affaires conséquent sur ce web. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a 10 ans d'écart d'âge moyen entre nos consommateurs retail et nos consommateurs web. Donc ça veut dire que là aussi, c'est cette capacité à aller chercher un public un peu plus jeune que vous mentionnez tout à l'heure. Bon, pour autant, votre objectif aujourd'hui, c'est d'aller séduire quoi ? Les trentenaires, les quarantenaires ? Ouais, les quadras, clairement. Quadras, quinquas. C'est notre cible. Je pense pas qu'on soit jamais un jour une marque de teenager, même si on l'a été dans les années 80, plus particulièrement sur les bateaux. La chaussure bateau, ça c'était vraiment le produit cool du moment. Maintenant, il faut savoir bien cibler ses consommateurs. Ça sert à rien de tirer tout azimut. Et je pense qu'on sera pertinent avec ces gens de 40-50 ans qu'on a déjà. Mais je pense qu'on peut aller chercher plus loin et élargir encore une fois, le spectre de nos consommateurs.
Oui, un mot quand même sur votre passé ou votre expérience professionnelle avant TBS. Vous étiez chez Kappa Europe. Est-ce que ce n'est pas complètement étranger à l'idée que vous soyez là pour rajeunir la marque ? Alors, mon expérience chez Kappa d'homme de produit sur l'Europe, d'abord ça donne une vision internationale qui est pas anodine pour une marque internationale comme TBS. Et puis après, Kappa, c'était une marque populaire, dans le bon sens du terme, effectivement avec un bassin de production plutôt à l'étranger. À l'inverse, TBS est bassin proche ou français. Non, et de toute façon, TBS aujourd'hui a quand même, on va dire, pas loin d'avoir 30% de son chiffre d'affaires qui est réalisé dans le secteur du sport et dans la distribution du sport. Et donc là, pour le coup, ça me donne un avantage. Et puis surtout, ce que j'ai appris de chez Kappa, c'est la capacité à être orienté client. Ça, c'était une force. Et c'est une culture que j'apporte ici chez TBS. Elle était déjà présente. Mais je pense que j'ai quelques notions à apporter aux uns et aux autres. Julien Bianchi, vous êtes arrivé en installant une nouvelle équipe à la direction de TBS ? On a changé un peu les équipes, oui. On a changé les équipes justement dans cette idée qu'il fallait être un peu customer, pardon pour l'anglais, mais customer oriented. Voilà, on est une petite marque, hein, il faut être tout à fait humble par rapport à d'autres gros mastodontes du marché. On est une petite marque, donc on doit être proche de nos clients, et à la fois consommateurs finaux, mais à la fois nos clients B2B du wholesale que je mentionnais tout à l'heure. Donc ça, c'est une vraie culture, et évidemment, mon équipe proche doit avoir cette culture. Donc j'ai fait monter quelques personnes qui étaient déjà présentes dans l'entreprise, et puis je suis allé recruter des gens qui me semblaient très pertinents pour la marque. Quelqu'un qui vient de chez CWF, Sabrina Patrix, CWF, qui est une belle entreprise de licence luxe pour enfants, et puis Alexandre Brun qui nous a aussi rejoint sur la direction commerciale et qui lui aussi a une vraie culture client. Et c'est plus que jamais important dans cette période-là. Il faut qu'on soit proche de nos clients, qu'on comprenne vraiment les besoins de nos clients pour les servir au mieux. Vous évoquez notamment cette période évidemment particulière que nous sommes en train de vivre pour le moment, et notamment ce qui a conduit à la fermeture de vos magasins depuis la mi-mars jusqu'au 11 mai, date à laquelle ils ont rouvert. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez occupé vos journées, si je puis dire, en tant que directeur général dans cette période inédite ? Alors, en tant que... j'ai eu une double casquette. Alors, c'était déjà vrai par avant, mais là, plus que jamais, c'est-à-dire casquette de directeur général qui fait déjà beaucoup de choses. Quand il a fallu fermer l'entreprise, il a fallu sécuriser. J'ai réceptionné une palette qui venait d'Italie qu'on n'avait pas pu annuler parce qu'il a fallu demander encore une fois aux collaborateurs et collaboratrices de rentrer chez eux. Donc c'est ce côté un peu sécurité, pompier, urgence. Donc là, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Avoir la capacité de faire un pas de côté assez vite pour préparer le plan d'action à la réouverture. Donc là, il faut prendre un peu de hauteur sur la situation parce que sinon, vous avez du mal à réfléchir. Et puis la deuxième casquette, c'est celle d'un papa avec 2 enfants où il faut gérer les enfants, le télétravail, les devoirs et les réunions sur Teams, Skype et autres. Donc c'était assez rock'n'roll. C'est de votre micro. Oui, vous évoquez cet aspect évidemment un peu plus personnel et qui parlera à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce savoir-faire situé au cœur de Saint-Pierre-Montlimard. C'est à l'orthocentre de ce triangle formé par Nantes, Angers et Cholet. On y fait là-bas du design, de la découpe, de la broderie, de l'assemblage jusqu'au conditionnement de vos produits. Ça veut dire que ça va rester sur notre territoire, pas de tentation de délocaliser ces savoir-faire ? Alors, j'ai même envie, c'est contre-pied, quoi. C'est-à-dire que cette période-là, moi j'avais déjà des fortes convictions qu'on était dans une période où, au contraire, il fallait accélérer. Production française ces dernières années, c'était vraiment un engagement quasiment politique du groupe. Aujourd'hui, ça a encore plus de sens économique. Ça demande beaucoup d'efforts, c'est évident. Mais moi, j'irais plus loin. On est très fort. On est très fort en chaussures et on a cette usine, pardon. À l'inverse, en textile, on avait un atelier de confection que je voudrais monter en charge pour être une vraie unité de production. Et donc, très rapidement, on va passer en masse production
sur le textile pour avoir le pendant de notre chaussure. Donc non, moi je considère encore une fois que cette période de chaos amène quand même des opportunités. Alors il faut avoir la confiance, il faut avoir les reins suffisamment solides pour saisir ces opportunités, mais c'est une belle occasion de réindustrialiser, de monter en charge sur cette partie-là. Ça fait un peu peur, c'est pas facile, certes, mais je pense qu'on a tous les atouts pour rencontrer le succès. Et comme vous l'avez dit, j'ai déjà un bureau d'études, j'ai déjà les designers, on fait déjà les patronages, on a déjà ce network de fournisseurs autour de nous, et on a déjà l'atelier. Donc on a tous les savoir-faire. Maintenant, c'est notre capacité à monter en charge pour rendre rentables les produits. Plus d'1 million de chaussures qui se vendent chaque jour en France. Dans ce million, combien sont fabriquées en France? Et plus largement, comment se porte le marché de la production tricolore? Eh bien, écoutez, peu d'acteurs, au final, peu d'acteurs sur la production française. La preuve en est, c'est que nous avons d'autres marques françaises qui viennent solliciter et d'autres grands distributeurs, Decathlon pour pas les citer, un Coq Sportif, qui viennent nous voir. Donc pour le coup de la production française, c'est un marché extrêmement réduit, extrêmement réduit. Donc c'est très difficile et il faut être design to cost et faire extrêmement attention à ce qu'on dessine pour pouvoir le produire de manière un peu frugale, pour qu'on arrive à caper un certain prix de vente conseillé. Parce qu'encore une fois, le consommateur a de l'appétence, a envie de consommer français. Par contre, il n'est pas prêt à mettre, on va dire, la valeur intrinsèque du produit Made in France. Donc nous, clairement, c'est un effort de marge. C'est un effort de marge, le Made in France. Julien Bianchi, comment est-ce que vous allez fabriquer, concevoir et fabriquer et produire vos chaussures de manière plus vertueuse? On désigne, on montre du doigt souvent le secteur de la mode, la filière de la mode et du textile comme étant un mauvais élève et contribuant à la pollution. Comment est-ce que vous allez changer vos process de fabrication? Bon, déjà, ça a commencé par une stratégie autour de 3 piliers, le Made in France, l'innovation et tout ce qui est éco-conception, que j'ai fait descendre chez tous les collaborateurs où j'ai demandé à chacun de se poser la question et de réfléchir son métier au travers de ces 3 piliers. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire que du DG jusqu'au vendeur ou à la vendeuse en magasin, tout le monde pense au travers de ces 3 piliers et donc de l'éco-conception. Et pour vous répondre, on a heureusement un réseau de fournisseurs de matières premières qui nous aident justement à trouver des solutions. Et on a déjà trouvé des solutions. On a un produit qui s'appelle la Resource, qui est un produit qui est fait au Portugal, qui est fait de caoutchouc recyclé. C'est une chaussure qu'on peut mettre dans une machine entièrement, récupérer tous ses composants et en refaire une, en rajoutant seulement 30% de produits recyclés pour refaire une chaussure. C'est-à-dire qu'on ne consomme rien en nouvelles ressources naturelles. Rien. Donc ça c'était un premier pas très fort et je crois, avec toute humilité, qu'on était les premiers au monde à le faire. Aujourd'hui, on sort un maillot de bain pareil, où on a trouvé une matière éco-conçue, où on recycle des bouteilles plastiques. Donc on cherche tout azimut. Mais le plus important, encore une fois, c'était de diffuser le message et de faire en sorte que ça devienne une priorité. Et pas juste juste un concept marketing. Oui, justement, Julien Bianchi, vous avez écrit « L'écologie et la responsabilité font partie de mes valeurs ». Bien sûr, rien n'est simple, car nous appartenons à un grand groupe, le groupe Eram en l'occurrence. Qu'est-ce qui est compliqué? Ça veut dire que vous rencontrez encore des résistances en interne dans les changements de ces process? Aucune. La seule chose, c'est que là, et je suis vraiment heureux d'avoir la parole à ce sujet, nous avons besoin d'acculturer les consommateurs, que ce soit B2B ou B2C, les consommateurs finaux, au fait que quand un produit recyclé coûte plus cher à fabriquer qu'un produit, je vais dire normal, entre guillemets, qui consomme des ressources naturelles. Pourquoi? Parce qu'un déchet, ça se récolte. Un déchet, ça se traite. Il y a une filière qui se crée et la filière est encore petite au regard de la filière historique. Donc forcément, ça a des surcoûts, forcément, le prix de vente conseillé est plus élevé. Donc il y a beaucoup de contraintes. Donc vous ne pouvez pas changer votre modèle
du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc il faut accompagner. Mais est-ce que cette crise est un facteur d'accélération de ces transitions que vos consommateurs appellent de leur vœu? C'est sûr. C'est sûr, je le vois au travers de notre campagne de vente pour la prochaine saison printemps-été 2021. On voit qu'on a des grands acteurs qui se posent de vraies questions et l'appétence est beaucoup, beaucoup plus forte et elle est concrète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit des commandes sur des produits recyclés. C'était pas le cas avant. Oui, pour terminer, Julien Bianchi, la marque TBS accompagne des compétiteurs, des sportifs de haut niveau, et notamment le skipper François Gabard, qui vient d'apprendre il y a quelques jours que son partenaire principal, la Massif, abandonnait justement cette action de sponsoring, ne le sponsorisait plus. Est-ce que ça veut dire que TBS, qui est à ses côtés depuis 10 ans, pourrait à terme, en s'adossant avec le groupe Eram, remplacer l'assureur ? On n'a pas la surface financière d'un assureur, donc je pense qu'il faut être raisonnable. En revanche, François a notre amitié. François peut compter sur nous et il n'est pas question de stopper. Bien au contraire, on a des projets en ce moment même avec lui sur de l'éco-conception. Il est très très sensible à ce sujet-là. Donc on est en train de travailler quelque chose. Mes équipes sont très proches de Merconcept, qui est la société de François. Ça va très loin dans le rapprochement des deux sociétés. Donc de là à remplacer Massif, il ne faut pas exagérer parce qu'on parle de sommes extrêmement importantes. Julien Bianchi, directeur général de la marque TBS appartenant au groupe Eram, merci pour nos échanges. Merci à vous. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique sur l'application mySun et les players de la radio. C'était la dernière émission Sun Business de la saison. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement pour continuer de vous parler de votre économie et de votre territoire. Vive l'entrepreneuriat et vive les entrepreneurs.